Anne Dolvraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. Ce 37e épisode parvient, chose rare, à réunir dans une même coordonnée temporelle les trois coordinateurs de l'ouvrage Écologie du smartphone, à savoir Laurent Salard, Alexandre Monin et Nicolas Nova. Le volume qu'il propose expose les facettes plurielles du problème écologique posé par le smartphone. Une fois n'est pas coutume, un avertissement en préambule au podcast est requis, puisque j'ai co-signé avec Francis Chateaurenaud un des chapitres du livre présenté. Vous êtes prévenus. Bonne écoute. Nicolas Nova, Laurent Salard, bonjour. 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 Nous vous recevons avec Alexandre Monin qui va bientôt arriver pour la parution d'Écologie du smartphone. C'est un ouvrage qui tente de façon multiple de réancrer matériellement des cultures du smartphone, du numérique, du mobile, qu'on a tendance à penser complètement abstraites ou du moins à commenter parfois de façon purement abstraite. Et au contraire, ici, vous allez prendre trois orientations, trois grandes voies pour tenter ou pour proposer des façons différentes de réaliser cet ancrage. Oui, tout à fait. D'une part, il s'agit de rematérialiser le numérique et en particulier le smartphone, qui est un des objets connectés les plus répandus en France et de par le monde. Et il s'agit également de rappeler les conditions dans une approche matérialiste, voilà, de rappeler les conditions de production et également tout ce qui est la gestion de fin de vie du smartphone en termes de déchets, voilà, et donc d'avoir aussi une approche matérialiste, c'est-à-dire qui remet en lumière les rapports sociaux d'exploitation, qui ne sont pas simplement des rapports d'exploitation liés à l'exploitation minière, mais qui est aussi une exploitation humaine, une exploitation de famine, notamment de mineurs artisanaux pour ce qui concerne par exemple des minerais critiques comme le coltan ou le cobalt et le lithium également. Et puis il y a aussi une approche qui est un peu prospective sur tout ce qui va être justement recréation à partir des déchets, et donc voilà, donc à la fois une rematérialisation, une approche matérialiste et voilà, un intérêt pour des pratiques de réparation, recréation, ce qu'on pourrait dire de redignification en fait de ces objets qui sont, comme l'indique José Alloy, des technologies zombies, c'est-à-dire mortifères, vouées à mourir, qui ne cessent de proliférer, mais qui peut être en effet important de réparer, desquels il faut prendre soin, qu'il s'agit de redignifier un peu dans l'approche d'Alexandre autour de ce qu'il appelle les communs négatifs, mais il en reparlera tout à l'heure, j'imagine. Tu peux déjà expliquer un peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le terme, redignifier? Alors ça, c'est un terme que j'emprunte aux collègues de Diego Landivar dans un article justement où il reprend voilà un peu cette métaphore à la fois du soin, mais de redonner des vies et de redonner une place et de redonner une existence symbolique à des objets qui sont mis au rebut, des objets qui sont jetés, dont on ne prend plus soin. Et donc il y a cette idée de redignifier des objets qui courent vers la mort, qui sont ces objets numériques. Et pour toi, Nicolas, c'est un peu ta partie, avant en fait, cette course à la mort de l'objet technique, c'est la réparation, c'est la clinique de cet objet qui t'a particulièrement intéressé. Ouais, alors sans m'approprier toute la redignification, parce que il y a tout un spectre qui est assez large. C'est vrai il y a le thème on pourrait dire de la réparation, de l'entretien, ou en tout cas du faire durer les objets comme le smartphone. C'est c'est un des chapitres qu'on a rédigé avec ma collègue Anaïs Bloch, et puis plus largement un thème de recherche qui m'intéresse depuis un moment, et qui
enfin, en deux mots, c'est comprendre en gros qu'est-ce que les propriétaires de ces objets font avec quand ils ne marchent plus aussi bien qu'au départ, et qui permet de comprendre en fait que c'est un objet qui est instable en fait, qui n'arrête pas de changer, qui change matériellement, physiquement, l'écran se casse, des mises à jour sont nécessaires, et qui nécessite en fait une espèce de soin de tous les instants pour fonctionner dans le temps de la garantie. Mais alors si on prend le temps un tout petit peu plus long, hein, de 3, 4, 5, 6 ans, ça devient compliqué. Donc c'est aborder cette question de l'entretien, de la réparation de ces objets, implique de comprendre en fait qui sont les gens en fait qui permettent à cette durabilité un peu brinque-ballante, et de s'intéresser à des petits ateliers de réparation qui peuvent être des repair cafés associatifs, qui peuvent être des boutiques de quartier, qui peuvent être des hackerspace. Et un des points moi qui m'intéressait dans la contribution, c'était de saisir en fait le rôle un peu euh, méconnus ou parfois négligés de ces lieux de réparation. Alors, il y a le texte qu'on a fait avec Anaïs, mais il y a également dans la dernière partie de l'ouvrage des textes de collègues sur les questions du droit à la réparation, parce que c'est pas un donné, enfin c'est pas gagné. Il y a toutes sortes d'enjeux qui l'empêchent. Les questions plutôt très concrètes de réparabilité, avec le cas d'un hypercafé du 5e arrondissement à Paris, qui montre le concret en fait de qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui s'y produit, quels sont les enjeux, et puis de faire le lien au-delà de la réparation vers ce dont parlait Laurence tout à l'heure, qui sont des formes de recréation, de réemploi, de réutilisation, qui permet de montrer que une fois que ces objets ne fonctionnent plus, ils peuvent aussi être utilisés pour d'autres fonctions, d'autres usages. Et ça, c'est des choses moi, que je poursuis en termes d'enquête actuellement, mais dans le livre, on a interviewé des gens comme Benjamin Golon qui s'y intéresse particulièrement dans sa pratique. Si je peux ajouter quelque chose, c'est que le smartphone a un statut particulier en termes justement de durée de vie. Il est renouvelé en moyenne tous les 2 ans. En France, dans le dernier baromètre du numérique Arcep Credoc qui est paru en 2021, 84% des smartphones sont détenus depuis moins de 3 ans. Avec notamment 25% dont le motif de renouvellement est une obsolescence qu'on peut dire sociale, c'est-à-dire juste l'envie de changer de smartphone. Et donc, comme on sait que pour fabriquer et commercialiser un téléphone, il faut 4 fois le tour de la Terre, plus extraction de minerais, l'énergie, l'empreinte hydrique, les émissions de gaz à effet de serre, etc. On a voilà, un objet extrêmement critique, extrêmement répandu, extrêmement renouvelé, dont il faut aménager alors d'une part les pratiques de durabilité, de soins, et également tout simplement en effet le dernier moment de vie, c'est-à-dire faire durer, réparer et recréer, sachant que voilà, c'est un peu compliqué, c'est des petits minerais qui sont utilisés, donc qui sont abîmés, difficile à part l'or, l'argent, le verre peut-être, de recycler en fait le smartphone. D'où finalement voilà l'obligation d'une certaine façon de le faire durer au maximum, donc d'en prendre soin par tout un ensemble, oui c'est ça, d'écologisation de son rapport et de son attachement à son smartphone. Voilà. Et je parlais de pluralité dans l'introduction parce que vraiment, vous avez essayé de réunir, dans ces 3 axes-là, de des facettes extrêmement nombreuses, de tous les aspects complexes, que ça sous-tend. Et il y a 16 chapitres. Il y a des chapitres qui sont, on va dire, plutôt avec un langage académique, mais il y a des entretiens, il y a des choses qui sont des textes qui sont courts, des textes qui sont longs. Donc c'est vraiment, je pense, accessible à un large public, même s'il y a quand même une attention assez poussée, un niveau élevé, mais c'est quand même relativement accessible à tous. Et j'ai eu l'impression que ce que vous vouliez aussi, c'était mettre le doigt sur les ambivalences, sur les tensions, tout en ne réduisant pas
la problématique a une critique. Donc, on va dire une tension entre ce que vous donnez dans votre introduction comme étant les smartphones contre les dark mobiles, donc un espèce de tout blanc, tout noir. Et dans l'ouvrage, en fait, à force d'enrichir avec des points de vue différents, on nourrit cette critique, mais aussi on voit combien toute cette culture numérique, toute cette culture mobile est aussi un compagnonnage, et quelque chose qui a un enrichissement. Oui, ben, je peux répondre. En effet, on a tendance, bon, il faut savoir, voilà, que cet ouvrage est issu d'un colloque que j'avais programmé, justement, qui alternait, des prises de parole académiques de différentes disciplines et puis également des acteurs de terrain. Et donc c'est une enquête voilà collective que l'on mène justement sur cette face un peu sombre du mobile, cette face matérielle, ce cycle de vie qui est donc à la fois bien sûr qui nous accompagne dans nos vies connectées, mais qui a justement également cette dimension mortifère parce que extractiviste, parce que d'exploitation qui suppose de l'exploitation humaine et puis qui in fine voilà nourrit les 57 millions de tonnes de déchets d'électronique et électriques qui voilà qui vont se charger des déchetteries dans voilà en Asie du Sud-Est, au Vietnam, en Afrique. Donc c'était oui voilà rendre compte de cette face sombre du mobile avec en même temps c'est là que la notion de commun négatif d'Alexandre qu'Alexandre va sûrement présenter est précieux, c'est-à-dire il s'agit de mettre en commun finalement cet indésirable ces indésirables tonnes de déchets et donc il s'agit de voilà d'en cultiver la durabilité, la réparabilité, la recréation parce que voilà ça s'impose c'est à nous et c'est un déchet qu'il s'agit voilà de transformer peut-être pas forcément en ressources, mais il faut savoir voilà que dans les déchetteries, ce qu'on voit nous du point de vue occidental au nord, c'est aussi une ressource et on n'a pas forcément non plus à avoir ce rapport misérabiliste, un peu néocolonial, en considérant que eh bien dans les déchetteries c'est juste du déchet. Non, c'est aussi une ressource, ce sont des savoir-faire, des savoirs situés qui sont aussi à valoriser, à faire connaître, et c'est donc toute une partie de la troisième partie qui est en effet consacrée à mettre en avant toutes les pratiques et toutes les inventions qui émanent de ces compétences qui sont en place dans les déchetteries. Donc il y a l'idée voilà que c'est un commun qui est négatif mais qui est aussi à appréhender du côté des communs. Et donc là, Alexandre, je sais pas si tu veux intervenir. Je te tends une perche. Toi, Alexandre, dans ta partie, tu mets l'accent sur le fait qu'il y a tout un imaginaire ou tout un discours autour du téléphone mobile et du smartphone qui est comme un appareil permettant de faire décoller l'humanité. Et ce que tu montres, c'est que cet aspect moralisateur positif, il s'accompagne aussi d'une réduction en fait de ce qui deviendrait l'ancien monde à juste une base de lancement dont on pourrait ensuite se débarrasser, dont on se libérerait et qui finalement dont on n'aurait pas à prendre soin. Et c'est un peu ça qui lance l'ouvrage aussi sur cette thématique-là. Oui, alors c'est vrai que j'ai essayé de donner une vision du numérique qui me travaillait depuis quelques années. À l'occasion justement de cet ouvrage qui insistait sur des aspects élargis, justement comme l'a indiqué Laurence, notamment du numérique, de ces milieux pluriels, irréductibles peut-être justement à des critiques trop univoques. Et j'ai essayé d'associer ensemble une vision très générique de ce qu'était le numérique pour moi, sous un angle d'ailleurs sémiotique. Et de comprendre en fait son ancrage dans notre monde matériel, mais sans nier les deux dimensions, c'est-à-dire sans faire comme on le fait depuis quelques années, j'ai l'impression,
en réexpliquant sans arrêt que le numérique, bah oui, c'est du matériel, ça n'est pas immatériel, ça n'est pas virtuel, etc., etc. Mais quand on fait ça et qu'on dit le numérique, ce sont des câbles sous-marins, et ce qui est très très bien, il faut faire ce travail-là. On peut oublier que la force numérique tient aussi dans sa capacité d'abstraction. Le fait que c'est aussi des abstractions qu'on arrive à manipuler par l'entremise de dispositifs matériels. Et il faut vraiment tenir les deux ensemble, sinon on manque en fait ce qui fait le succès du numérique. Donc moi j'ai essayé de restituer à la fois ce volet d'abstraction et en même temps la matérialité. Et la matérialité justement sur laquelle cette abstraction repose, la matérialité de notre monde. Et ce sont peut-être des flux sémiotiques différents, des flux matériels différents, des temporalités différentes, mais il n'empêche que le projet même du numérique est quand même un projet extrêmement puissant qu'il faut essayer de comprendre, qu'il faut essayer de ressaisir, même si sans doute que faire émerger cette sémiotique matérielle au-dessus du monde matériel qui est le nôtre, est très certainement problématique. Reste que voilà, c'est aussi un projet extrêmement intéressant qu'il faut essayer de comprendre, ne serait-ce que pour le critiquer ou essayer de trouver éventuellement des alternatives, parce que la rencontre entre les deux n'est pas du tout aisée et tout le livre d'une certaine manière est là pour en témoigner. Et donc voilà, j'ai essayé de le faire en repartant plutôt d'une approche sémiotique assez générique, plutôt que sous l'angle, on va dire, assez classique de la critique du numérique, comme critique du calcul, critique d'une certaine forme de rationalité, etc., etc., qui me semble parfois aller rapidement vers des courts-circuits un peu réactionnaires. Donc j'ai essayé de trouver une autre approche pour tenir un petit peu toutes ces dimensions. Et c'est vrai que c'était l'occasion voilà, d'avoir un point sur le numérique en général et d'ouvrir vers des questions liées à sa matérialité avant la suite de l'ouvrage, qui est effectivement plutôt cette fois-ci autour du smartphone. Et donc je suis ravi que Laurence et Nicolas m'aient donné l'occasion de publier ce texte dans ce contexte-là, parce que effectivement c'est un texte auquel je réfléchissais depuis pas mal de temps déjà. Dans le livre, on voyage énormément. On part de Repair Café parisien à des boutiques de réparation genevoises ou lyonnaises. On part en Afrique. En Afrique, on va au Congo. On va où encore? On va au Ghana, donc on suit justement ce continuum qui va qui est le cycle de vie et de mort et mortifère du smartphone, c'est-à-dire les mines qui sont donc de cobalt et de coltan. Le cobalt étant utilisé pour les batteries ion lithium, donc il y a le lithium en Amérique du Sud, le cobalt au Congo RDC, et puis dans les républiques du Congo RDC, et puis le coltan qui sert à extraire le tantal utilisé dans les condensateurs, voilà, qui sont présents aussi dans le circuit électronique du smartphone. Et puis ensuite il y a ce dernier moment qui est le rebut, et donc finalement ces smartphones qui arrivent dans les déchets, parmi tous les déchets électriques et électroniques, les D3E, donc qui arrivent notamment dans cette déchetterie qui a été fermée depuis, mais qui est à Lobichi, dans la banlieue d'Accra, voilà, et dans lequel justement il y a eu des essais par que nous racontent deux designers architectes, Yasmine Abbas et Deke Aseo Ozare, donc qui ont imaginé, car ils sont spécialistes de l'architecture et des designs mobiles, hein, donc l'architecture nomade. Ils ont imaginé avec les supports qui existaient, les matériaux qui existaient, de créer donc des Fab Labs mobiles pour des activités, des opérations de surcyclage qui empêchent justement de brûler les déchets, parce que ce qui est une pratique qui est de brûler les déchets avec donc des fumées toxiques. Pour les brûler, pour récupérer le matériau qui les compose. Voilà, c'est ça, ce qu'on appelle le travail des récupérateurs, hein, d'ailleurs, c'est le terme des récupérateurs. Donc d'être plutôt dans une logique de surcyclage, de recréation, et peut-être d'utiliser tout ce qui peut être utilisé pour recréer d'autres objets, sans évidemment atteindre et puis nuire à la santé. Récemment, il y a un rapport justement de l'ONU Santé qui a été rédigé à propos des effets sanitaires, notamment sur les enfants, de ces déchets électroniques et électriques.
avec voilà des atteintes au cerveau, des atteintes respiratoires. Donc voilà, donc il y a des enjeux sanitaires cruciaux qui justifient le fait de mettre en place, par exemple, ce type d'initiative qui utilise les savoirs locaux, situés, les compétences, peut-être avec des outillages. Donc, il y avait aussi des toolkits qui avaient été montés pour voilà aussi proposer d'autres sortes d'outillages. Voilà, donc cette rencontre entre plusieurs types de savoirs et de compétences. Et puis du côté voilà extractiviste, on tombe dans le cadre voilà de ce qui est un peu connu, c'est-à-dire l'accès aux ressources et qui suscite tout un ensemble de guerres et de violences, de bandes armées qui vont monopoliser l'accès aux ressources, qui vont travailler pour des sociétés, et donc ça engendre dans la région du Sud Kivu un climat de violence à la fois envers les populations, de violence sexuelle envers les femmes, avec des cas de viol extrêmement fréquents, et donc qui empêchent la vie tout simplement des habitants, des peuples du Sud Kivu. Et là, on a un entretien avec justement un activiste écologiste décolonial qui œuvre, à travers une association franco-congolaise, à conscientiser autour justement d'où viennent finalement les métaux qui permettent aux smartphones de fonctionner, quelles sont les conditions humaines d'extraction, et puis qui milite aujourd'hui pour, avec d'autres, sur la traçabilité des métaux pour voilà faire prendre conscience que ces métaux, ils sont finalement couverts de sang. Enfin, ils baignent dans le sang issus de toutes ces violences que les bandes armées, toute la terreur que les bandes armées exercent dans ces régions. C'est vraiment abominable en fait, les conditions d'extraction de ces ressources. Donc voilà, donc c'est aussi ces dimensions de violence qui sont mises en avant. Donc c'est un voyage, mais c'est un voyage qui est un voyage qui conscientise voilà sur voilà ces conditions d'extraction, ces conditions de gestion des déchets, mais avec cette troisième partie qui ouvre aussi à voilà tout un ensemble de propositions et de redignification possible de ces objets qui sont critiques à tout point de vue, quoi. Oui, et puis on passe ensuite à Détroit, on va passer à Nevers même, avec la No School de Benjamin Gollon, ou son Internet of Death Things, c'était quand il était à Belfast, si je ne me trompe pas, ou... Ou qui continue, enfin l'Internet des objets morts, enfin l'Institut d'Internet des objets morts, qui est une manière, enfin, je pense que c'est intéressant de prendre ces projets en fin d'ouvrage pour montrer aussi que le déchet, c'est pas uniquement les pays du Sud, l'ingéniosité avec le déchet, c'est pas uniquement les pays du Sud, c'est aussi notre lot quotidien dans les pays du Nord, avec différentes manières d'essayer de se les approprier d'une façon pour les réemployer pour d'autres choses. Alors c'est pas forcément recycler les matières à 100%, mais c'est peut-être recréer, détourner des objets dans des usages qui peuvent être soit des pratiques artistiques, soit dans des pratiques alors, qui seraient plutôt d'informatique sociale et solidaire d'une certaine manière, mais également, et je pense que c'est ce que montre le texte de Benjamin Gollon et de Jérôme Sinclair, s'intéresser aux entrailles de ces vieilles machines, des ordinateurs, des Minitel, des smartphones, c'est aussi faire comprendre ce que c'est concrètement. Et c'est aussi une forme une éducation un peu curieuse par voilà, par la pratique, le concret dans toute sa saleté en fait, dont on parlait tout à l'heure. Ce qu'on peut appeler un faire critique, c'est-à-dire on peut exercer une critique par le faire. Alors que la technocritique jusqu'alors reste très discursive et très immatérielle en fait. Elle a eu tendance à dématérialiser le numérique par cette approche très discursive et puis très métaphorique quand on parle d'extractivisme des données.
Bien sûr, hein, c'est un extractivisme, mais il est intéressant de le mettre en relation et en continuité avec un extractivisme minier. Et c'est ce que font d'ailleurs des auteurs qui sont pas présents dans le livre parce que bon voilà, mais qui sont Nick Couldry et Ulysse Méjas, qui ont donc rédigé cet ouvrage qui me semble assez complet sur la question, qui s'appelle Data Colonialisme, qui mettent en continuité l'extractif et ce qu'on peut appeler l'addictif, c'est-à-dire l'extractivisme des données, l'extractivisme minier, et puis rappeler voilà que finalement c'est l'histoire même du capitalisme qui se poursuit, appropriation des ressources, appropriation de la force de travail, datification des vies humaines, et donc c'est le projet capitaliste perpétué, hein, donc avec forcément son ancrage colonial qui date du 19e siècle. Et d'ailleurs, la géographie de l'extraction et du déchet, elle reste postcoloniale. D'où cette décolonialité que l'on met en avant tout au long de l'ouvrage. Et toi, Alexandre, tu vas même vers une dénumérisation du monde? En tout cas, alors, en démétaphorisant là encore, je rebondis sur ce que vient de dire Laurence, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui réfléchissent comme ça à la sortie, mais de manière très très abstraite, hein, du monde numérique, parce qu'ils n'aiment pas fondamentalement le monde numérique, qui représente le calcul, une certaine forme de rationalité, l'abstraction, enfin qui sont des mots comme ça très très connotés négativement dans certains milieux, et qui donc voilà vont éventuellement poser le fait qu'il faut sortir du numérique, du tout numérique, etc., etc. Mais c'est pas un projet, c'est un projet qui est très radical et qui n'a pas forcément vocation à être opérationnalisé. C'est d'une certaine manière, c'est pas pris au sérieux. C'est une sorte de vœu pieux, si on veut. Or, effectivement, il me semble intéressant de prendre ça au sérieux, de dire bah oui, posons la question, qu'est-ce que ça voudrait dire, sans être du tout naïf, de commencer à dénumériser certaines activités. Il y en a d'ailleurs qui sont dénumérisées, hein. Si je comprends bien, dans le domaine de la défense, par exemple, il y a certaines fonctions qui sont toujours réalisées avec des dispositifs analogiques et pas numériques. Donc il y a des lieux où on maintient comme ça exprès de l'analogique. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire dénumériser effectivement certaines activités, commencer à anticiper le fait qu'on ne pourra peut-être pas tout numériser, comme l'indiquait la promesse initiale de numérisation, et que donc à partir de là, il devient légitime tranquillement, j'allais dire, de poser la question, de ne pas tout numériser, voire de dénumériser des réalités existantes, et de le faire aussi en prenant en compte les attachements. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup du côté de la redirection écologique avec mes collègues Diego Landivar et Emmanuel Bonnet, notamment des populations qui sont attachées finalement au dispositif numérique. Et effectivement, à la fin de mon article, j'évoque les jeunes qui n'ont connu qu'un monde numérique, ce qui est sans doute, enfin, en tout cas, un monde déjà complètement numérisé, parce que effectivement, quand moi je suis né, je ne le savais pas forcément, mais le monde était déjà peut-être numérique en voie de numérisation, mais il n'y avait pas Internet et le web dans toutes les chaumières, loin de là. Et il n'était pas numérisé comme aujourd'hui. Moi, quand j'ai grandi sans ordinateur, par exemple, évidemment, smartphone n'existait pas, évidemment, tous ces dispositifs n'existaient pas, et donc ça n'est pas la même chose pour les jeunes générations. Donc, si on leur dit, il faut réfléchir à ce que serait un monde dénumérisé demain, on leur parle de quelque chose qu'ils n'ont jamais connu. Donc ça, il faut effectivement, c'est un attachement qu'il faut considérer, qu'il faut penser, et qui, à mon avis, est absolument fondamental. Donc, quel horizon on fixe avec elles et eux, avec celles et ceux qui n'ont connu que ce monde-là et qui peut-être ont du mal à s'imaginer un monde sans numérique, tout simplement, ce qui nous semble encore envisageable, mais peut-être ne l'est pas pour ces générations-là. Donc voilà, donc comment on prend ce programme-là, cet horizon-là au sérieux, et comment on commence tout simplement à en discuter, sans que ce soit encore une fois un geste radical. Comme souvent, moi, je veux pas être à l'avant-garde, je veux être à l'arrière-garde. Donc je veux surtout pas que ce soit en un sens un geste radical, je veux que ce soit un geste effectif. Toi, Nicolas, avec Anaïs Bloch, vous avez montré que en fait, ces compétences sur le numérique, en fait, elles coévoluent entre les personnes, les objets, les milieux dans lesquels ils s'insèrent, hein, et finalement, souvent par essai-erreur, par tentative ratée ou par communication, par partage en fait, par apprentissage collectif, hein.
Oui, alors ce qui se passe dans les boutiques, hein, qui peut exister aussi par ailleurs, hein, chez toutes les profils de personnes plutôt bricoleuses, hein, de ces machines, c'est de voir qu'à chaque nouveau modèle, en fait, il y a une espèce de rétro-ingénierie de l'objet qui est plus ou moins effective, plus ou moins rigoureuse, mais qui en tout cas essaie de remonter à quels sont les composants, quelles sont les pièces détachées, hein, quelles sont les opérations possibles et réalisables, qui donnent lieu de manière là aussi plus ou moins structurée à toutes sortes de documents qui peuvent être des vidéos, des croquis, des schémas techniques qui sont partagés entre boutiques, entre boutiques parfois même concurrentes, mais qui peuvent à certains moments dans des opérations un peu de don contre don, hein, on pourrait résumer ça comme ça, se les échanger. Et donc il y a un peu cette notion du contrefaire, hein, que proposait Laurence. Donc pas contrefaire pour dire copier, mais faire contre, en fait, comme s'il y avait une forme de R&D qui avait lieu dans les entreprises à l'autre bout du monde, qui conçoivent ces objets, et puis dans les boutiques en bas de chez nous, il y a des gens qui vont faire leur propre R&D, on pourrait dire, en essayant de se réapproprier c'est le mode de fonctionnement de ces objets pour les réparer, pour intervenir dessus tant bien que mal, et ce faisant en fait développer en fait un ensemble de savoir-faire qui seront partagés de manière plus ou moins légale, plus ou moins en accord avec les différents droits d'intervention sur ces objets, et de façon surtout complètement méconnue, négligée en tout cas dans les politiques publiques, en tout cas européennes, qui ciblent plutôt la réparation dans un mode un peu plus industriel. Nous, on s'est intéressé à la clinique du smartphone en bas de chez nous, et qui utilise d'ailleurs ces termes, docteur smartphone, iClinic, clinique du téléphone cellulaire, comme un espace en fait bah, qui est pas forcément qui est pas forcément vu, qui était d'ailleurs dans les valeurs où les attentes étaient plutôt associées au Fab Lab et au Hackerspace, hein, par les pouvoirs publics il y a 10 ans. Nous, ce qu'on a mis au jour, bah, c'est le fait que ça se produit, hein, c'est cette idée de la durabilité des objets numériques. En tout cas, d'essayer d'en préserver un tout petit peu plus que ce que ça ne l'est, a lieu dans ces espaces de façon un peu négligée. Et donc, si je peux compléter et reprendre un petit peu le propos d'Alexandre, la dénumérisation, donc ça peut passer par quand même cette rematérialisation, ce moment d'ouverture de des objets, et puis ce qu'on a appris un petit peu en enquêtant et en s'entretenant avec par exemple les Repair Café, c'est finalement d'amener à réfléchir à travers cette ouverture, cette rematérialisation, cette tentative de réparation, hein, de s'atteler à réparer, et bien de peut-être découvrir ou réfléchir à ce qu'ils ont appelé et il et elle d'ailleurs, il y a deux dans l'entretien, donc avec le Repair Café, c'est la dispensabilité en fait même peut-être de certains équipements, et donc hein, ce qu'ils nous ont raconté, ce qu'ils nous ont raconté, c'est quand on s'acharne sur 3 séances à réparer voilà un objet, un équipement, est-ce que il s'avère en effet mort, hein, voilà. Est-ce qu'il est pas temps de réfléchir à finalement la nécessité de se rééquiper, de racheter à nouveau une imprimante ou un scanner qu'on utilisera une fois de temps en temps. Et là, au sein de ce Repair Café, il y a aussi des réflexions sur la mutualisation. Et donc c'est là où justement il y a cette mise en commun d'un monde à la fois dénumérisé ou alors dont le numérique est mutualisé, mis en commun avec des projets de blanchisserie numérique ou blanchisserie électronique, où il s'agit, voilà, un peu comme sur le modèle des laveries, de mutualiser quelques équipements dont on ne sert que de temps en temps. Voilà, et donc ça, c'est aussi intéressant parce que ça montre que dans la mise en commun, il y a aussi des collectifs, des communautés de pratiques, hein, qui se mettent en place, un petit peu comme ce qu'a montré François Huguet lorsque justement il a travaillé sur l'effondrement de la ville de Détroit, et comment des digital stewards, hein, donc on recrée des réseaux mesh
ont pu recréer de la connexion qui était à la fois des liens, des hybridations humains non humains, puisque il y avait à la fois bien sûr de la connexion qui était remise en marche, mais ça supposait des accompagnements, ça supposait d'habiter à nouveau frais la ville, dans notamment des centres-villes qui avaient été totalement désertés par cet effondrement économique. Donc voilà, donc il y a au sein de ces expérimentations socio-techniques ou technopolitiques, il y a oui ces enjeux de dénumérisation, de rematérialisation, d'ouverture, de dispensabilité, voilà tous ces relations, tous ces rapports au numérique qui sont vécus et qu'on nous a racontés, voilà, qui sont décrits, documentés. Ce qu'on lit en creux aussi dans tout ça, c'est qu'il y a un rapport de force, un rapport de pouvoir, qui encadre un peu toutes ces pratiques, une asymétrie très, très forte avec, on le voit, on en a parlé un petit peu sur le droit à la réparation, des tentatives de certaines institutions de contrer un petit peu cette, hégémonie, de certains industriels ou ces tentatives d'hégémonie de certains industriels. Donc, on y assiste tous les jours avec l'évolution ou les tentatives de normalisation des prises pour le téléphone portable sur un format plutôt que un format par téléphone ou au mieux un format par constructeur, au pire un format même par téléphone, comme ça a longtemps été le cas. Et donc on a à la fois cette bataille, on va dire, au plus haut niveau, et puis ce que montre la diversité des chapitres ici, c'est que la bataille, elle se fait aussi à un niveau individuel et ici, le niveau individuel à moins d'être très compétent. Et sinon, c'est ces formes de commun, de collectivisation qui peuvent éventuellement commencer à donner un petit peu de pouvoir ou du moins à imaginer des formes qui permettent de contourner ces emprises. Tout à fait. Alexandre, tu veux répondre? Je sais pas. Sur peut-être les communs négatifs, puisque tu n'en as pas parlé. Ouais, effectivement, voilà, cette question des communs, comment on refait du commun, c'est sûr que c'est important, comment on réinstitue des alternatives. Je pense que c'est un des enjeux du commun, c'est pas uniquement il y a un enjeu d'instituer le commun, donc c'est jamais des micro alternatives, il y a toujours quand même la volonté d'instituer autour de ce partage et autour de pratiques. Et c'est cet aspect-là, je pense, qui est aussi important. C'est pas que du micro, ça a vocation sans doute aussi à se généraliser. En tout cas, ça peut être le ferment de quelque chose qui passe à une échelle plus importante. Et c'est vrai que après, ça peut être aussi une mise en commun d'éléments non pas forcément uniquement positifs vers lesquels on arrive à converger comme des alternatives à des pratiques peut-être effectivement plus dystopiques et en tout cas à minima plus problématiques des grands acteurs et autres, mais ça peut être aussi une réappropriation collective de tous les éléments dont on a parlé jusqu'ici, notamment Laurence, sur ces aspects noirs, négatifs, sombres du numérique, ou du smartphone plus précisément. Qu'est-ce qu'on fait de ces aspects-là? C'est ce que j'appelle effectivement pour ma part des communs négatifs, donc des réalités qui sont des réalités qu'on a en partage en commun. Alors après il y a des frontières du commun, c'est pas tout le monde, mais justement il y a un enjeu à réclamer entre guillemets au sens anglais du terme de reclaim ce commun-là, y compris quand il est négatif et quand on veut lui donner une autre trajectoire. Pas forcément pour le faire perdurer, pas forcément pour le maintenir, à l'inverse des communs traditionnels, mais justement parfois pour le faire cesser, parfois pour remonter aux causes qui expliquent son existence, pour le désactiver. Voilà, dans tous les cas, pour lui donner une autre trajectoire que sa trajectoire existante, ce qui est aussi une manière de politiser ces réalités-là. Et j'avais plaisanté lors d'un colloque qu'avait organisé Laurence aussi il y a pas très longtemps, on avait parlé un petit peu du livre, en disant d'une certaine manière, est-ce qu'on voit le smartphone comme l'élément problématique ou alors, par exemple, quand on soulève le fait qu'il y a de l'esclavage ou du proto-esclavage impliqué dans la production du smartphone, est-ce que c'est pas aussi le problème de la survivance de l'esclavage qui est en fait aussi le problème dont il faut se réemparer et qui n'est pas que le problème du smartphone. On peut tout à fait se débarrasser du smartphone sans du tout se débarrasser de la question de l'esclavage. Donc c'est aussi ça, repolitiser ces éléments-là que nous permet de toucher le smartphone
et qui sont évidemment des questions politiques dont on devrait se ressaisir collectivement, y compris ceux qui sont les bénéficiaires de ce système de production-là. Donc comment est-ce qu'on arrive à le faire? Il n'y a pas d'entrée évidente pour ça. Il n'empêche que ça peut faire partie finalement d'un effort collectif pour se ressaisir de ces questions, parce qu'on est tous et toutes pris, malgré nous, par ces réalités-là, soit comme bénéficiaires, soit comme victimes de ça, sans que ce soit forcément d'ailleurs en étant contributeur direct, évidemment, de ces situations, mais il n'empêche qu'elles nous touchent, elles nous affectent. Et justement, dans cette idée des instanciations, voire de l'institutionnalisation de ces pratiques collectives, etc. Il y a tout un ensemble, en effet, dans l'ouvrage, de représentants de ces instances. Donc ça va être de l'associatif, on voit Hyper Café, ça peut être aussi ce que mettent en avant Anaïs et Nicolas. Donc ça peut être tout simplement aussi ces boutiques qui sont du commerce formel, mais avec tout un ensemble de savoir-faire, qui ont des parcours dont via les modes d'emploi, les manuels, ou tout un ensemble de routes grises, voilà, de savoirs qui sont aussi à éclairer. Et puis il y a aussi les acteurs de la régulation auxquels on a donné la parole dans l'ouvrage, avec notamment l'ADEME, l'agence de la transition, et tout le travail mené par Erwan Fanja autour de justement des indices de réparabilité. Depuis quelques années, il s'attache à quantifier, notamment en économie d'émissions de gaz à effet de serre, ce que permet de faire durer juste 2-3 ans, juste une année supplémentaire. Qu'est-ce qu'on va économiser en termes de ressources, de matières premières, d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre, d'empreinte hydrique, tout ce que permet d'économiser la durabilité. Donc là, il y a des quantifications qui sont menées depuis quelques années et qui ont donné lieu notamment à cet indice de réparabilité qui est aujourd'hui inscrit dans la loi, et qui suppose que des constructeurs de machines à laver, de tondeuses à gazon, d'ordinateurs, de smartphones, il y a 5 appareils, de téléviseurs, donnent justement une note sur 5 avec la disponibilité des pièces détachées, la facilité d'ouverture, la maintenance aussi sur les savoirs qui sont nécessaires. Donc il y a plusieurs critères qui permettent de donner une note à différents appareils. Et donc ça, c'est issu du travail de ces acteurs, que justement vous avez avec Francis Chateaurenaud, toi et Francis Chateaurenaud, Josquin, avez donc mis quand même un peu en avant dans vos travaux sur cette sociologie pragmatique des transformations. C'est un niveau d'acteurs et d'instances qui est aussi à prendre en considération dans cette réflexion sur justement les empreintes environnementales, notamment de ces appareils. Très bien. Nicolas Nova, Alexandre Bonin, Laurent Salard, merci beaucoup. Merci beaucoup, infiniment. Josquin. Merci. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net ou via Twitter. À très bientôt.